Chers amis, je suis au regret de vous annoncer qu'on va pas pouvoir avoir Charles de Courson. On devait l'avoir au téléphone, mais c'est même pas une blague, il a une connexion trop pourrie. Voilà, je peux vraiment pas vous mentir, hein, c'était vraiment la vraie raison. Désolé, on pourra pas l'avoir sur le plateau de Backseat, on a tout essayé jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, on va enchaîner parce qu'on va continuer à discuter de cette réforme des retraites avec nos invités politiques. Nous accueillons sur ce plateau deux personnes extraordinaires qui ont accepté notre invitation et que je remercie. On retrouve Chloé Ridel. Salut Chloé. Bonsoir, salut. Ça va Chloé? Ouais, super heureuse d'être de retour sur ce plateau de Backseat dans une autre position. Ben ouais, qu'est-ce qui s'est passé? T'es devenue porte-parole du Parti Socialiste. En l'espace de quelques jours. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Raconte. C'est la réforme des retraites qui m'est montée au cerveau, je pense que c'est la mobilisation. Et donc t'as été nommée le week-end dernier porte-parole du PS. J'ai été nommée le week-end dernier porte-parole du PS. Moi, ça faisait plusieurs années que j'étais engagée. Dans le secteur associatif, dans le monde des idées. Et donc, je prolonge mon engagement autrement aujourd'hui au PS parce que c'est un parti qui s'est déjà ouvert au rassemblement des gauches. Oh, putain, Olivier t'es tellement Faure, porte-parole. Oh là là, t'es tellement porte-parole. Mais non, mais c'est vrai, j'y crois. Moi, j'y crois à fond à ça. Je crois à la démarche d'Olivier et je crois à l'esprit de coopération. Je crois en l'addition des forces. Et puis surtout, je crois dans le projet du socialisme historique. Et un truc qui est moins porte-parole, c'est que moi, en fait, je suis venue au socialisme par l'écologie. Parce que je pense que l'écologie ne peut être qu'un socialisme. Et le Parti socialiste n'a pas le monopole du socialisme, d'ailleurs. Ni de l'écologie. Le socialisme historique, c'est quoi? C'est la socialisation des moyens de production, le fait qu'on refuse de laisser le monde vivant à la main libre du marché, qu'on veuille réduire les inégalités. Tout ça, c'est nécessaire pour mettre en œuvre le projet écologiste demain. Bon bah écoute, bravo pour tes nouvelles fonctions, j'espère que ton passage à Backseat t'aura aidé là-dedans, écoute, très heureux. Du coup effectivement, on te reverra moins sur le plateau de Backseat de fait, puisque voilà, porte-parole de parti, c'est un rôle particulier dans les médias, et c'est à ce titre-là qu'on t'invite ce soir. Tu n'es pas toute seule puisque tu es à côté de Thibaut Mullier. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci à vous de m'avoir invité, je suis ravi. Thibaut, tu es professeur de droit constitutionnel, tu es chercheur, c'est ça, à l'université Paris X Nanterre. À Paris-Nanterre, exactement. Ouais. Très heureux de t'accueillir sur ce plateau, merci. D'être avec nous. On voulait t'accueillir ce soir sur le plateau pour analyser avec toi la séquence de cet après-midi et même la séquence de ces dernières semaines, puisque constitutionnellement, on s'est pas fait chier. Oui, on a eu un paquet de trucs et cet après-midi, on a eu ce fameux 49.3 qui a été dégainé. Moi, je me tue à dire à tout le monde qu'il y a plusieurs types de 49.3. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? C'est quoi ce 49.3 qui a été déclenché? En gros, on était dans une situation où le projet de loi de financement rectificatif de financement de la sécurité sociale allait toucher à sa fin, mais il fallait, on est dans un bicamérisme, donc il y a deux chambres qui doivent se prononcer a priori dans les mêmes termes sur tout projet de loi, et se poser donc la question de il faut faire voter les deux chambres, après s'être mis d'accord, il y a eu une chronique précédemment sur la CMP. Et on est dans une situation où le Sénat le matin a voté, et l'après-midi, ce qui était peu étonnant, et l'après-midi se posait la question du vote à l'Assemblée. Mais l'Assemblée est beaucoup plus clivée, et il n'était pas certain que la Première ministre obtienne la majorité des voix nécessaires pour faire adopter le texte. Et finalement, on a eu une séquence politique assez intéressante, puisqu'il y a eu 3 ou 4 réunions à l'Élysée pour faire le comptage des votes, et on a été placé le gouvernement a été placé dans une situation très... qui n'est pas la première sous la Ve République, mais qui était un peu particulière pour cette fois-ci, c'est je ne suis pas sûr d'avoir la majorité, mais je veux faire passer ce texte, et donc j'utilise, alors certains utilisent la grosse Bertha comme terminologie, et toi, on utilise juste le 49 alinéa 3. C'est un terme qui peut s'entendre, enfin c'est une image qui peut s'entendre, mais... 49.3, il a un poids dans l'opinion, c'est pas rien cet article de la Constitution, c'est pas un article c'est pas rien. On connaît. C'est pas rien. Il a une histoire, il a une cohérence. La problématique qui se pose là, c'est qu'on a un gouvernement qui défend la démocratie parlementaire, la légitimité, qui fait une déclaration d'amour au Sénat et qui fait un 49.3 alinéa 3 aujourd'hui, et donc qui dit que le Sénat, finalement, c'était pas vraiment... ça n'a pas servi à grand-chose, enfin je caricature le propos, mais on est dans une situation où on a un gouvernement qui défend la démocratie parlementaire et qui, au moment de voter, le Parlement, il est caractérisé, son mode d'opération de volonté, c'est vraiment délibéré. Et là, il lui dit, tu ne délibéreras pas. Particularité quand même de cette réforme des retraites, à défaut d'adoption d'une motion de censure dans les 72 heures qui viennent, la réforme sera adoptée.
Enfin, 24 pour le dépôt et 48 ensuite de délai de donc on verra, ce sera à suivre sur ma chaîne, évidemment, vous vous en doutez. Mais on se dirige a priori vers une motion, pas de motion de censure adoptée, compte tenu des différences de vote. On a fait déjà des calculs, etc. Cette réforme, cette loi, n'aura jamais été votée par l'Assemblée nationale. Absolument. C'est quand même particulier, ça. Et ça, c'est fréquent. Alors, est-ce que c'est fréquent? C'est le 100e 49 alinéa 3. De l'histoire de la 5e. De l'histoire de la 5e. Après, des 49 alinéa 3, on peut les faire en première lecture et pas en deuxième ou en lecture définie, enfin en dernière lecture au moment du vote des deux chambres. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inédit en soi, le 49 alinéa 3. Ce qui paraît quand même assez rare, mais il y avait eu un 49.3 dans les années 90 pour instaurer la CSG. Hein. Ce qui est assez problématique en l'espèce, c'est un projet qui n'a même pas été discuté, 2 articles sur 20, à l'Assemblée nationale, dont la légitimité est un peu plus importante que celle des sénateurs. Alors les deux sont des représentants de la nation, hein, article 3 de la Constitution, mais quand même ça c'est un problème, c'est que on a un Parlement qui doit voter la loi, article 24 de la Constitution, et il y a la moitié qui ne le votera jamais. Alors il y a souvent la critique. Est-ce que c'est normal de poser la question on entend encore une fois les mots de dictature, déni de démocratie, etc. Est-ce que pour toi ce sont des mots qui sont valables ou est-ce que c'est exagéré? Juridiquement, je ne sais pas si mes étudiants les mettaient dans les copies, je ne sais pas si je serais tout à fait d'accord. Il faudrait apporter un propos nuancé. Il y a une forme de déni parce qu'on dénie à l'Assemblée nationale son pouvoir de délibérer. Mais c'est une disposition qui existe dans le texte constitutionnel, encore une fois, qui a une histoire qui est assez détournée dans la pratique de la Ve République, mais qui pose, qui met au défi une question démocratique. C'est-à-dire, j'engage ma responsabilité sur le texte. Je donne aux députés la possibilité de déposer une motion de censure et de me censurer. Et si je me censure, pas d'adoption du texte et, article 50 de la Constitution, démission obligatoire du président de la République. Donc, est-ce que c'est un déni de démocratie? C'est un déni de la délibération parlementaire. Du Premier ministre. Pardon? Premier ministre ou président de la République? Non, j'ai dit président de la République. Pardon. Regarde, parce que là, t'as mis le feu sur le chat. Non, démission du Premier ministre et de son gouvernement qui doit être accepté, qui sera a priori accepté par le président, mais rien ne l'interdit par contre de renommer. C'est ce qu'il avait fait, c'est ce que De Gaulle avait fait en 62 pour à la suite de la motion de censure, la seule qui avait été adoptée. Avec Pompidou. Donc, pas de déni, déni de démocratie, on peut le discuter. Déni de la prérogative du pouvoir de délibérer, mais il y a quand même une mise en cause de la responsabilité. Mais le problème final, c'est que l'obtention, mais tu l'as dit, avoir la majorité absolue, là en l'espèce, c'est 287 votes positifs. Une abstention ou un vote négatif, c'est considéré comme un soutien au gouvernement, pas un soutien à la motion de censure. C'est un mécanisme de rationalisation qui rend quand même très improbable l'adoption de la motion de censure. Donc, a priori, oui, il y a un problème de démocratie et notamment de délibération qui se pose. Claire. Là, aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'avoir vécu une journée très particulière. Après, votre regard nous permet de resituer ça historiquement dans un plus long terme. Mais est-ce que le parcours de ce projet de réforme des retraites, la particularité, l'empilement des instruments les plus brutaux du point de vue démocratique de notre Constitution, est-ce que c'est assez pour caractériser une crise institutionnelle? La crise institutionnelle... Je ne peux pas vous répondre précisément. Je pense qu'il y a une forme de crise. Est-ce que ça aboutit à une crise institutionnelle où le fonctionnement des institutions n'est pas possible et donc, là, en l'occurrence, le président a des outils d'arbitrage qu'il pourrait utiliser. Ça s'est posé à plusieurs fois. Comme quoi? La dissolution, le référendum, par exemple. Je ne pense pas que démissionner ou inviter à la démission Elisabeth Borne pour renommer un gouvernement soit une solution de sortie de crise. Ce serait très minime comme sortie de crise, mais il y a la dissolution ou il y a le référendum. C'est une question que s'était posée De Gaulle et sous l'influence de Pompidou, finalement, il avait dissous, mais en 68, à l'issue de la crise de mai 68. Donc il y a des possibilités constitutionnelles de résoudre une crise institutionnelle. Là, à minima, il y a une crise parce que... On ne va pas rentrer dans des considérations sur la théorie de la représentation, mais il y a un problème de représentation. Parce que là... qu'est-ce que veut dire représenter? C'est un problème éternel en théorie de la représentation, mais il y a vraiment une difficulté, c'est qu'on a une mobilisation depuis 2 mois qui est importante, qui est constante, et on a un pouvoir qui est assez fermé. Mais ça, à mon sens, c'est la faute, j'innove pas quand je dis ça, mais
on est le caractère dysfonctionnel de la Ve République, c'est pas le Parlement. Quand on entend tous les gens critiquer, c'est radicalisé, c'est la bordélisation, enfin ce terme n'a aucun sens. Franchement, le problème sous la Ve, c'est pas le Parlement. Le problème, c'était le Parlement, et c'est ce qui justifie la Constitution en elle-même de 58, certaines dispositions, vous avez dit, les dispositifs un peu de discipline et de domestication du Parlement. Mais ce qui est dysfonctionnel, c'est l'exécutif, où le président de la République décide de tout, enfin de tout. Il détermine au moins la politique de la nation et il en conduit une partie, mais il ne rend pas de compte. Et De Gaulle, au moins, enfin, De Gaulle, je ne suis pas nostalgique, mais De Gaulle avait une pratique plébiscitaire qui consistait à « je pose une question par référendum, soit vous me suivez, soit vous ne me suivez pas et je m'en vais ». Mais on n'a pas eu de référendum depuis 20 ans, pour des raisons qu'on connaît. Chloé, ça vous connaît, vous, les socialistes, le 49-3 ? Ouais, mais alors, c'est vrai qu'il y a eu... Alors, déjà, il y a eu 100 49-3 depuis le début de la Ve République. Là, c'est le 11e 49-3. Depuis juin 2022, mais c'est la première fois dans l'histoire où tu as une procédure parlementaire où est utilisé à la fois le 49.3, mais aussi l'article 47.1. Pardon d'être un peu technique, mais c'est l'article qui vise à compresser dans le temps les débats parlementaires. Et en plus, l'article 44.1 au Sénat, le vote bloqué. Donc là, on a une procédure parlementaire qui cumule les obstacles et Est-ce qui qu'elle a vise tort, à... Elisabeth Borne, quand elle dit que le temps du débat a été très largement suffisant par rapport aux autres réformes des retraites par le passé qui avaient duré moins longtemps ? Mais bien sûr qu'elle a tort, surtout que, en fait, le gouvernement et le président ont tout misé sur ce qui est légitime, c'est le débat au Parlement. La mobilisation sociale, la rue, elle n'est pas légitime. Ce qui est, par ailleurs, je trouve insupportable à dire quand on sait que ensemble, donc la coalition présidentielle et LR, au premier tour des législatives 2022, c'est 16,81% des voix, en pourcent des électeurs inscrits. Donc on peut mettre tout ça sous le tapis et dire que tout ça, voilà, le Parlement est légitime et la majorité s'exprime, etc. Le fait est que ces deux groupes-là ont eu une majorité des sièges à l'Assemblée dans un contexte de très forte abstention et de magie du scrutin. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y a un vrai problème de légitimité démocratique et ça ne sert à rien d'opposer la légitimité du Parlement à celle de la rue. Et donc quand on dit qu'on veut être garant de la bonne tenue de la procédure parlementaire, mais qu'en fait, on active le 47.1, le 44.1 et, pour finir, le 49.3 dans une espèce de mépris, moi je suis révoltée, franchement, de mépris total de toute la mobilisation sociale qui a lieu depuis 2 mois, avec une intersyndicale unie, avec des gens qui sacrifient des centaines d'euros de salaire pour aller manifester. C'est du temps et de l'argent de manifester, c'est pas rien d'aller manifester. Franchement. Surtout dans les temps qui courent avec l'inflation. Et ça, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, ouais, c'est révoltant. Et je crois que le président, en fait, aujourd'hui, on a compris qu'il était seul. On savait qu'il n'était pas majoritaire dans le pays. Maintenant, on voit qu'il n'est pas non plus majoritaire à l'Assemblée puisqu'il n'a pas voulu aller au vote. Et donc, il doit en tirer les conséquences et retirer sa réforme. Malek. Oui, une question pour Thibaut, pour vraiment approfondir l'esprit de la naissance de l'article 49.3 dans la Constitution. Est-ce que c'était conçu l'idée d'engager la responsabilité du gouvernement pour une réforme comme la réforme des retraites aujourd'hui ? Non, je crois pas, mais Chloé l'a dit, le problème, c'est le 47-1. Déjà, à l'origine, ce véhicule-là pose de gros problèmes. Un projet de finances rectificative au mois de février, enfin janvier-février, c'est quand même très étonnant. Sans crise, par ailleurs. Sur l'histoire du 49 alinéa 3, on est dans un contexte en 58 où, en gros, il y a un traumatisme des 3e et 4e Républiques sur l'instabilité du gouvernement. Il faut un peu réhabiliter les 3e et 4e. Hein, tout n'était pas noir, loin de là. De grandes lois ont été adoptées, des grands dispositifs ont été adoptés. Mais il y a un traumatisme, notamment chez les constituants, et les premiers d'entre eux, De Gaulle et Debré. Mais les deux ne sont pas très intéressés par l'idée du 49 alinéa 3. De Gaulle s'en désintéresse plutôt des archives que j'avais Il l'a jamais appliqué d'ailleurs. Et il l'a jamais appliqué. Et Debré était plutôt hostile. Okay. Vraiment, c'était un régime parlementaire à la britannique, son modèle. Donc. Et puis, on avait certains qui étaient dans le comité, dans le comité qui rédigeait, qui participait à la rédaction de la Constitution, Fimelin et Guy Mollet, et qui, eux, étaient traumatisés de leur expérience de la 4e, de ne pas pouvoir faire adopter des textes importants, notamment les textes budgétaires, ou en tout cas de ne pas pouvoir mettre en œuvre un programme politique
du fait de l'instabilité des instabilités gouvernementales et aussi des coalitions qui se faisaient et se défaisaient sous la 4e République. Donc il y a une réflexion qui se fait en très peu de temps sur ce dispositif, mais qui est là pour le 49 alinéa 3 tel qu'il va être adopté. Dans l'idée, c'est pour 2 choses. Un usage limité, sans usage, sous la 5e République. 11, rien que pour Bonne, ça fait même pas un an qu'elle est là. Et l'autre, c'est une situation où usage rare pour faire adopter des textes importants. Là, on pourrait dire, en tout cas le gouvernement, c'est bizarre, il n'a jamais argumenté là-dessus vraiment, mais il pourrait dire c'est vital pour... Enfin si, il a dit qu'il n'y a pas d'autre alternative, il peut venir à mon cours de finances publiques, j'aurais quelques propositions à lui faire, mais toujours est-il que on peut défendre que c'est indispensable pour mon programme politique, etc. Mais l'idée, c'était quand même d'essayer de faire adopter un texte quand votre majorité, elle se disloque. Or, les différents usages qu'il y a eu du 49 alinéa 3, c'était tantôt pour contourner des oppositions. Typiquement, 2020, juste avant le confinement, c'est son anniversaire aujourd'hui, eh bien, Édouard Philippe contourne une obstruction parlementaire. Ouais. Et là, aujourd'hui, il discipline un peu une majorité de circonstances parce qu'il essayait de forcer un peu la main aux Républicains, manifestement, et à sa majorité aussi. Mais il est aussi, c'est Denis Baranger, dans un article qu'il avait écrit dans le Ius Politicum blog, c'est un moyen, le 49 alinéa 3, en tout cas les 10 premiers de l'automne, pour se défendre d'une situation où les coalitions, les oppositions, feraient une coalition de circonstances en disant... eh bien, on va voter négativement ce texte et on va te mettre, sur le plan politique, en difficulté. Antoine. Je trouve qu'on est trop dur avec le gouvernement. Ça nous permet quand même de réviser tous les articles de la Constitution qu'ils utilisent pour qu'au final, il n'y ait pas de vote. C'est une sorte de bingo, quand même. C'est un partenariat avec moi, c'est pour ça. J'ai une question pour vous deux, même si je connais déjà ta réponse, Chloé, mais à quel point, finalement, c'était pas sur ce genre de texte, typiquement, qu'il aurait dû avoir un référendum ? Mais moi, je suis totalement d'accord. Je pense que, en fait, le référendum, c'est un outil qui est très utile quand on a besoin de trancher dans le vif un conflit et qu'on ne peut pas le régler autrement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La rue, le Parlement, tout ça, en fait, on voyait bien que ça n'aurait pas suffi, quelque part, et qu'on avait besoin de cet outil de légitimation ultime quand on ne sait plus tellement où est la légitimité, pour trancher le conflit. Le gouvernement aurait pu décider d'organiser un référendum. J'ai pas l'impression que ce soit son intention. Donc, en conséquence, là, on réfléchit au sein de la NUPS, et puis notamment le PS, à déposer un RIP, un référendum d'initiative partagée, et à lancer la procédure. Si, encore une fois, il n'y a pas d'abord de retrait, parce que c'est quand même ça qu'il faut d'abord demander, le retrait, étant donné que vous n'avez pas de majorité, vous retirez votre réforme. Ensuite, la motion de censure, mais on voit bien qu'il faudrait qu'il y ait au moins 30 députés LR qui votent la motion de censure pour qu'elle soit validée. Et tu le disais, Jean, ça n'arrivera probablement pas. C'est assez improbable. Et donc, le 3e étage de la fusée, le référendum. Le référendum d'initiative partagée, ce fameux RIP, je me tourne vers Thibaut Mullier, pardon. C'est un outil qui avait déjà essayé qui avait été mobilisé. On se souvient de la privatisation d'Aéroports de Paris. Le principal obstacle à cette mesure, c'est qu'il faut plus de 4 millions de signatures sur une pétition, ce qui n'est jamais arrivé. Le record de France de la plus grande pétition de l'histoire, c'est 2 millions de signatures. Le débat du C'était 2 millions, je crois. C'était même moins. Combien l'affaire du siècle? C'est moins. Je crois que c'est à peine 1,5 million. Je sais plus. Enfin bref, mais c'était très loin de la cible. Ouais. Donc du coup, est-ce que c'est réaliste, ce référendum d'initiative partagée? Moi, je me suis dit, putain, c'est dégainé vachement tard quand même par la NUPES, ce truc-là. C'est une vraie question, parce que, étant donné que je suis en retard dans la préparation de mes cours, j'ai pas suffisamment creusé cet après-midi. C'est de ma faute. Mais mais ça paraît tardif. Pourquoi? Le RIP, c'est une innovation de la révision constitutionnelle de 2008. Ça n'existait pas avant. C'est l'idée qu'on partage entre parlementaires et une partie de la population, l'initiative d'un référendum. En gros, 1/5 des députés 185 et sénateurs, 185 parlementaires, proposent un projet de loi, mais qui pourrait être porté à référendum. Si ces 1/5 de parlementaires soutiennent, alors le Conseil constitutionnel
va contrôler la constitutionnalité enfin, l'objet, c'est surtout sur le contenu. Est-ce que ça peut porter sur... Est-ce que le contenu de la proposition peut porter sur un référendum? A priori, oui, parce qu'on peut faire un référendum sur les questions économiques, sociétales et environnementales. Encore que, on n'est jamais à l'abri avec le Conseil constitutionnel. Il ne faut pas attendre grand-chose de cette institution, à mon sens. Mais peu importe. Et ensuite, si c'est bon, alors s'ouvre la phase des signatures, 9 mois, sauf erreur, selon la loi organique, 9 mois où il faut récolter à peu près 10% du corps électoral, soit 4,6, 4,7. Mais le problème, c'est que même si on les obtient, ce qui serait possible, pardon, je te coupe, le problème, c'est qu'ensuite, il n'est pas assuré qu'il y ait un référendum, parce que les assemblées peuvent s'en saisir pour le rejeter. Ce n'est que si elles ne s'en saisissent pas, que 6 mois après, eh bien, le président de la République peut, enfin, normalement, devrait le soumettre à un référendum avec une nuance. C'est lui qui signe le décret de convocation d'un référendum. Avec la question qui est que s'il ne veut pas le signer, qu'est-ce qu'on fait? Et un autre problème, mais là, c'est un problème de délai, et là, il faudrait faire un calcul que je n'ai pas fait parce que je ne suis pas assez organisé, eh bien, c'est que l'article 11 de la Constitution nous dit, en gros, on ne peut pas proposer par le RIP une proposition de loi qui viendrait abroger une loi adoptée dans l'année précédente. Alors là, en termes de délai, ça va être assez court, parce qu'il y a 9 mois pour récolter, mais après, c'est peut-être jouable hein, de faire traîner le RIP jusqu'à au-delà de 12 mois. Mais quand même, ça, c'est une question aussi. C'est un peu tardif, le dépôt de ce RIP. Chloé, Thibault a dit qu'il ne fallait pas attendre grand-chose du Conseil constitutionnel, mais est-ce que la NUPES n'attend pas, justement, de la part du Conseil constitutionnel, une censure de cette réforme des institutions? Tu parlais tout à l'heure des différents articles qui ont été mobilisés par le gouvernement. Certaines questions se posent pour les constitutionnalistes, de savoir si, effectivement, on peut avoir recours au 47.1 de cette manière, etc. Même question qu'à Jérôme Gage, est-ce que le salut de la gauche viendra de Laurent Fabius? J'adore cette question. Bah écoute, peut-être. Peut-être parce que... Donc là, il y a des recours constitutionnels qui vont être posés contre cette loi, parce qu'il y a un certain nombre de cavaliers, effectivement, législatifs. Le recours au 47.1, il faut qu'il soit motivé par un critère d'urgence, qui là, c'est difficile de voir qu'il est présent. Et puis, il y avait le recours au PLFSS, qui est un texte budgétaire pour une année donnée. D'accord ? C'est annuel, les textes budgétaires. Or, ce projet de réforme des retraites, il aura des conséquences budgétaires, pas cette année, mais à partir de, je crois, 2030. Enfin, pas dès septembre. Justement, je crois que le gouvernement, il avait fait son... En tout cas, c'est une des arguments qui va être soulevé au bénéfice de ce recours pour contester effectivement l'utilisation du 47.1 et du PLFSS. Claire. Ouais, moi j'avais une question qui revient au RIP. Là, quand on vous entend, on voit bien à quel point c'est très très difficile pour la population de faire bouger les choses une fois que le tour de l'élection a été passé. Et c'est très très facile pour l'exécutif de faire taire une assemblée ou autre. Donc il y a un espèce de déséquilibre. Et est-ce que, du coup, je reviens à ma question de la possibilité de pérenniser la Constitution telle qu'elle est? Est-ce qu'on n'est pas dans un moment de crise plus structurelle où il va falloir faire bouger les choses de manière plus structurelle pour arriver à apaiser, à faire fonctionner et avancer les choses d'un point de vue du vote des textes? Et il y en a un qui est d'accord avec toi, qui s'appelle Emmanuel Macron. Par rapport à Comme quoi tout arrive. Aux institutions. Oui, mais justement, on en parlait. Enfin, pour moi, c'est une contradiction qu'ils prétendent vouloir horizontaliser l'esprit de nos institutions, parce que c'est quelqu'un qui s'est construit par la verticalité, à laquelle c'est quelqu'un... Enfin, la 5e lui va comme un gant. Je suis d'accord, ce serait bizarre. Non, mais je suis d'accord, ce serait très bizarre qu'ils viennent nous voir en disant « let's go le RIC », etc. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le genre du bonhomme. Mais en tout cas, de ce que l'on lit dans les différents articles qui ont été écrits par des gens bien informés, Emmanuel Macron souhaiterait, on va mettre du conditionnel partout, une deuxième phase de son deuxième quinquennat autour de la question des institutions, autour d'une réforme des institutions. Il a consulté Nicolas Sarkozy, il a consulté autour de lui. Tout va bien. Tu ne pas Sarko, toi. C'est le dernier qui a réformé la Constitution. Moi, en fait, je pense que si j'avais été réélu comme Emmanuel Macron l'a été en 2022, c'est-à-dire avec encore un vote contre Marine Le Pen, avec des niveaux d'abstention records. Et je ne dis pas qu'il est responsable de l'abstention, Emmanuel Macron, qui augmente depuis 40 ans dans notre pays. Mais sous son mandat, il y a eu quand même des records d'abstention. Au régional 2021, on s'en souvient. Là, il commence à être responsable quand même. Voilà, aux législatives, il y avait plus de 50% d'abstention au second tour. Je veux dire, quand on a été élu comme ça, la première chose qu'on fait,
c'est une réforme des institutions, je pense. Parce qu'on voit bien que la démocratie électorale, et ça ne me fait pas plaisir de le dire, est complètement malade. Donc on remet les choses à plat. Et on ne va pas pousser une réforme des retraites dont 2/3 des Français ne veulent pas, y compris en poussant à la fin le 49.3 parce qu'on n'a pas de majorité dans son assemblée qui a déjà une légitimité bancale du fait de l'abstention. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre ce sujet sur le tapis. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est dangereux, vous remettez en question la légitimité du Parlement ». Non, je regarde les chiffres. Je constate que la majorité des sièges à l'Assemblée sont détenus par des gens qui rassemblent 16% des voix au premier tour. Et ça me pose un problème. Donc il faut qu'il y ait d'autres... il faut réformer les institutions. Il faut penser à inclure des doses de tirage au sort. Il faut pouvoir mieux prendre en compte les intérêts des générations futures, du vivant, des animaux, des végétaux. Il y a plein de choses à faire et plein d'idées. La proportionnelle... Bon, moi, je défends le jugement majoritaire depuis des années, vous le savez. Alors ça, il faut aussi mettre la question des modes de scrutin sur la table. Bref, et ça, c'est pas en consultant Nicolas Sarkozy et François Hollande qu'on fait ça. Il faut inventer un processus. Ça, sur la méthode, sur le processus, je suis d'accord avec toi que la réforme, une réforme de la Ve République en petit comité où on ressortirait le comité Balladur, c'est vraiment là, on n'est plus du tout dans cette époque-là et ce serait bien de passer à autre chose. Mais en tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris de voir un certain nombre de prises d'opposition. Nicolas Sarkozy qui aurait soufflé à Emmanuel Macron d'aller encore plus loin que 2008 dans les pouvoirs au Parlement. Ça m'a surpris de la part de Nicolas Sarkozy qui a toujours défendu l'idée qu'un exécutif fort et un Parlement fort, ça pouvait aller l'un avec l'autre. Point de vue, c'était pas sa pratique du pouvoir. Hein. Non, mais c'est toujours, mais c'est toujours le même problème sous la Ve. On se focalise sur le Parlement, on révise les dispositions du Parlement. Il y a des éléments de révision de 2008 qui sont importants, et il y a la question prioritaire de constitutionnalité. Mais le problème, c'est de débattre sur est-ce qu'on veut un dispositif constitutionnel qui mette tout sur l'efficacité de l'action gouvernementale. Le 44 alinéa 3 sur le vote bloqué, le 49 alinéa 3, c'est l'efficacité pure. C'est que l'efficacité pure. Il faudrait un débat là-dessus, donc pas un comité Balladur bis. Et ensuite, il faut pas perdre de vue la pratique. La Ve, si elle est si dysfonctionnelle, c'est un régime parlementaire présidentialiste. Et ce qui est important, c'est le présidentialisme. C'est là où la pratique, je ne sais pas si en changeant toutes les institutions, il faut voir. On en parlait tout à l'heure sur la culture du compromis des acteurs. Et les femmes qui gouvernent. Antoine. Oui, et je pense que sur ce point-là, les représentants politiques ne prennent pas suffisamment en compte le fait qu'on a vraiment changé d'époque. C'est-à-dire qu'il y a encore peut-être même une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le fait de voter tous les 5 ans, c'était considéré comme quelque chose de légitime et on pouvait laisser les représentants politiques s'occuper des affaires courantes pendant cette période-là, sans pouvoir donner son avis pendant ce laps de temps. Maintenant, c'est plus du tout le cas. En fait, les gens n'acceptent plus que ce soit des représentants politiques qui, en toutes circonstances, puissent prendre des décisions qui sont majeures et qui s'imposent à eux. Et quand il y avait des micro-trottoirs qui étaient faits au moment de cette réforme de retraite dans les mobilisations, les gens se disaient « mais je comprends pas, tous les sondages montrent qu'il y a 70% des gens qui sont contre, pourquoi du coup le texte va passer ?» En fait, il y a une volonté de reprise en main de la politique qui va complètement à l'encontre du discours sur la démobilisation politique du pays qu'on entend un peu partout. Il y a des gens qui posaient la question dans le chat, c'est quoi la ref autour du comité Balladur? Putain, vous avez raté un truc, c'était extraordinaire. La réforme de 2008 de la Constitution a été pondue par un comité qui était présidé par Monsieur Balladur, ancien Premier ministre. Et voilà. Donc c'était typiquement la méthode qu'on avait pour réformer la Constitution. On mettait des gens très intéressants autour de la table, c'est pas le sujet. Il y avait des grands professeurs de droit dans ce comité et qui accouchaient d'une proposition de réforme de la Constitution. Voilà, c'était ça le comité Balladur. Et c'est un peu à l'ancienne comme manière de faire de la politique. Malek. Alors, une question pour vous deux, mais différente, mais sur le même sujet. Là, on voit en discutant que le problème, c'est un petit peu cette constitution et la 5e. J'espère que Thibaut va pas le prendre pour une offense, pour un prof de droit concis. J'espère que c'est pas une offense. Non. Mais juste, on voit même avec le RIP que en réalité, à la fin, ça peut, si Emmanuel Macron décide de ne pas convoquer le référendum, il peut ne rien se passer. Donc la question, est-ce que la 5e c'est le problème? Ça c'est pour Thibaut. Et la question pour Chloé, maintenant qu'elle est porte-parole du Parti Socialiste, est-ce qu'il n'y a pas un travail de pédagogie et in fine même de campagne populaire à faire sur un avenir, sur les institutions et la 5e, point d'interrogation, voire la 6e? Qui veut commencer? Désolé, Chloé, je voulais pas plomber l'ambiance. Non. Bah oui, je pense, parce que
ce qui est inquiétant et ce qui transparaît aussi à travers les niveaux d'abstention qu'on connaît, c'est un phénomène de, pas de dépolitisation, mais d'indifférence et de ça ne me concerne pas les institutions. Moi, je fais de la politique en dehors des institutions. Moi, je signe des pétitions, je mets des statuts sur les réseaux sociaux, je vais participer à des actions de désobéissance civile, je vais manifester. Les institutions, c'est pas mon truc. Alors que quand même, à la fin des fins, si on veut que notre démocratie elle soit en meilleure santé, il faut qu'on les réforme, ces institutions, il faut qu'on les améliore. Donc tu as raison, il faut qu'on concerne les gens à ça et qu'ils aient l'impression d'être partie prenante. Pour l'instant, ces institutions, je pense qu'elles sont tellement verticales qu'ils se disent « j'ai pas mon mot à dire ». Et de fait, quand on voit que le président commence sa commission transpartisane, donc son exercice de réforme des institutions en consultant ses homologues dans une salle dorée à l'Élysée, c'est pas du tout le processus qu'il faudrait. Moi, je pense qu'il faut un processus beaucoup plus ouvert. On pourrait penser à une convention citoyenne, par exemple, mais alors pas la version précédente, avec pourquoi pas une sorte de loi qui garantisse qu'il y a un sans-filtre, ce qui n'existait pas pour la convention citoyenne pour le climat. Il faut l'inventer, le sans-filtre, ouais. Voilà, une convention tirée au sort. Pourrait y avoir aussi une commission avec à la fois des députés, à la fois des gens tirés au sort, à la fois des maires. Enfin, je sais pas, mais quelque chose effectivement qui soit plus ouvert et puis qu'il y ait un débat dans le pays autour de ces questions. Et pour ça, en fait, pour moi, l'important, c'est pas tant les chiffres, est-ce qu'il faut passer à la 6 ou à la 5. Enfin, je pensais ça avant. Je me disais, c'est le contenu, donc peu importe, on n'a qu'à dire qu'on est toujours dans la 5e République et puis on pourra juste modifier ce qu'il y a à modifier dans la Constitution. Mais là, je pense qu'on est arrivé à un tel point de besoin de remise à plat que ça importe en fait de dire symboliquement qu'on lance un nouveau régime et donc une 16e République. Thibaut et ensuite Claire. Ok. 3 points, je pense. La première, c'est peut-être trop français, enfin je ne suis pas connaisseur suffisamment du reste du monde, mais la Constitution, elle ne résout pas tout. Là, on voit qu'il y a quand même un problème dans l'attitude du pouvoir politique, de nos élites administratives et politiques, dans ne serait-ce que la négociation, etc. Enfin, on criminalise encore une fois le manque de débat parlementaire, mais le problème originel, il passe là-dessus. Il faut du temps pour réformer et il faut du temps pour délibérer. Deuxième problème, avant même de réviser la Constitution, c'est la pratique, encore une fois. On est dans un système qu'on pourrait qualifier d'hypercratique. Il y a trop de pouvoir. Et en fait, quand il y a trop de pouvoir, la pratique telle qu'elle est pratiquée, c'est le cas de le dire, avec les outils constitutionnels, l'appui du fait majoritaire qui est relativisé depuis juin 2022, mais qui est toujours là, eh bien, on a un président tout-puissant qui n'est pas responsable politiquement de ses actes. Il ne peut pas être destitué comme ça. Enfin, il y a des règles, mais elles sont très, très limitées. Et donc, on a une pratique présidentialiste qui est complètement dysfonctionnelle, où on a quelqu'un qui vous dit « je ne reçois pas les syndicats, je suis arbitre ». C'est bien, Macron sait lire dans la Constitution, finalement, on peut être satisfait. Et le lendemain, ou le surlendemain, il vous dit 4 ou 5 réunions à inviter tous les ténors de sa majorité et la Première ministre pour dire « alors 49 alinéa 3 ou pas ?» C'est qu'on n'est pas arbitre. On est aussi capitaine, pour reprendre le bouquin de Jean Massot, « Arbitre et capitaine ». Là, c'est déjà réfléchir sur la pratique, et donc les personnes qu'on met au pouvoir. Et ensuite, le texte peut contraindre une certaine forme de pratique. Et là, il y a des choses à changer. La délibération, le temps de délibérer, ça demande du temps. Et donc, il faudrait plus l'assumer parce que la 5e est caractérisée par une discipline du Parlement par le temps. Et aussi réfléchir sur les mécanismes de rationalisation. Parce que, rationalisation, ça renvoie presque à rationnel. C'est pas ça le sens initial. Mais donc, tout ce qui n'est pas rationalisation, alors c'est un régime parlementaire qui serait irrationnel. Donc, c'est la 3e et la 4e. Il faut déconstruire ce discours-là et cette idée-là, mais il faut débattre. Elle est très ancrée, notamment chez des camps. Elle est très ancrée. Et ce qui pose le dernier problème, c'est comment on révise. Est-ce qu'on passe par la voie naturelle, enfin la voie normale, l'article 89, et donc on doit exiger que les sénateurs et les députés débattent ensemble et se mettent d'accord? Et pourquoi ils changeraient? Enfin, les sénateurs, ils n'ont pas l'air, vu les discussions qu'il y a eu, ils n'ont pas l'air de vouloir changer. Ils vivent leur meilleure vie en ce moment. Le Sénat, Sénat, c'est la seule institution qui a besoin d'être d'accord pour être réformée. C'est très particulier, le Sénat. Sinon, De Gaulle recourt à l'article 11 pour réformer le Sénat, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas faire autrement. Ou sinon, passer par une voie constituante nouvelle. Dominique Rousseau, un prof de droit
que je salue, eh bien, et avait proposé cela, quelque chose avec une partie citoyenne et une partie aristocratique, technique, enfin avec des profs, etc. Mais il faut débattre de ça. Et enfin, on a une pratique du pouvoir. Macron a rien inventé. Je dis toujours à mes étudiants, c'est pas quelqu'un de très innovant dans la pratique institutionnelle. Non, en fait, il a récupéré les clés d'une voiture qui ronronnait déjà bien. Hein. Donc la pratique présidentialiste, il l'a juste mise en application. Et il faudrait du débat. Et ils veulent pas débattre. La loi retraite, c'est vraiment l'illustration de on veut aller vite. Et on veut surtout éviter de débattre. On sera en visio dans quelques minutes avec Antoine Léaumont, le député de l'Essonne, qui a accepté de venir réagir aussi au 49.3 sur notre plateau. Mais avant ça, Claire. Oui, moi je voulais rebondir sur cette idée de changement d'air et de changement aussi de vécu du temps électoral par la population, et notamment pour tous ceux qui sont politisés autour de l'écologie. Le temps électoral, en fait, chaque année, chaque mois compte. Là, il y a encore un rapport du GIEC qui va tomber lundi, mardi. On va peu en parler du coup, mais ça change la nature du temps politique, la question climatique. Et là-dessus, c'est aussi un facteur d'inadéquation de notre Constitution par rapport à la manière dont on prend les décisions politiques. Donc, je voulais bien profiter de vous avoir tous les deux sous la main pour vous entendre l'un et l'autre sur comment vous intégreriez cette question climatique, écologique, environnementale à une potentielle nouvelle Constitution. Désolée, grande question. Nicole. Le défi qu'il y a avec ce sujet, c'est que si on veut respecter les limites planétaires, il faut nécessairement planifier, faire en sorte qu'on passe d'une économie qui n'oriente ce qu'elle nous vend que par est-ce que ça fera le maximum de profit, à une économie qui est centrée sur les besoins qu'on a à un instant T. Et qui dit planification dit restriction de la décision démocratique, puisque il faut essayer de ne pas remettre en cause ce sur quoi on s'est engagé dans le cadre d'un plan. Donc ça, c'est le premier défi que je vois. Il faut qu'on arrive à accepter qu'il y a des objectifs qu'on va devoir se fixer collectivement et qui ne pourront pas être remis en cause par la démocratie. Ça, c'est une vraie question dont on débat un vrai très sujet. peu. Ensuite, c'est aussi le sujet de ma thèse. Voilà. On attend que tu la pondes, ta thèse. Oui, ça prend du temps. Je pense quand même que la démocratie, comme disait Churchill, est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, et que moi, je ne sais pas faire autrement pour faire en sorte tu vois, comment gouverner les biens communs, comment gouverner les entreprises pour faire en sorte que ce ne soit pas quelques actionnaires qui décident pour tous, etc. Je ne sais pas faire autrement que par la démocratie en entreprise, que par la façon de gérer démocratiquement les biens communs. Et même si, in fine, on n'a pas la garantie que ça aboutira forcément à des décisions favorables à l'écologie, je ne sais pas faire autrement. Et en tout cas, si on est démocrate, il faut être consistant et accepter ça. Mais je pense que dans les institutions stricto sensu, bon, déjà, il y a la question de l'information. On l'avait vu avec Don't Look Up, en fait. C'est un sujet dont on parle très peu, mais Don't Look Up, on dit c'est un film sur l'écologie. Moi, je pense que c'était d'abord un film sur le système informationnel. La façon dont on organise le débat public. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec la hiérarchisation des contenus par le like, on a une part belle qui est faite au contenu amusant, divertissant. Et un chat qui secoue la tête sur une musique techno sera toujours plus retweeté qu'un rapport du GIEC. Donc ça pose une vraie question. On a un problème de hiérarchisation des informations qui sont importantes. On a un problème d'information et de la façon dont on l'organise, je pense. Donc ça pose la question de la régulation des réseaux sociaux. Et puis sur les institutions stricto sensu, il y a des idées. Dominique Bourg parlait par exemple, de chambres des générations futures. Qu'est-ce que j'ai dit, une connerie? Non, mais du coup, il y a des Cat Jam dans le chat, c'est un chat qui secoue la tête. Évidemment. Ouais, parce que moi, j'adore. En fait, je dis ça, vous savez pourquoi? Parce que ce type de vidéo, je suis accro, je perds mon temps à regarder ça. Et au bout de 30 minutes où j'ai regardé 6 vidéos, je me dis, putain, j'ai perdu un temps immense. Et, alors que t'aurais pu regarder Backseat, faites des dons. Alors voilà, alors que j'aurais pu lire le rapport du GIEC. Bon, voilà.
On a Antoine Léaumont qui nous a rejoint. On donnera la parole tout à l'heure à Thibaut. Antoine Léaumont, bonsoir. Antoine, député de l'Essonne, député insoumis. Merci d'avoir accepté notre invitation un petit peu à l'arrache sur le plateau de Backseat. Mais c'est pas grave, j'étais dans les coins de l'Assemblée, donc pas de souci. Je suis à mon bureau stream, donc... Alors, voilà. C'est quoi l'ambiance à l'Assemblée ce soir, après ce 49-3 qui a été déclenché en milieu d'après-midi? Est-ce que l'ambiance est un petit peu retombée? On a vu que l'ambiance était particulièrement électrique sur les bancs de ton groupe, La France Insoumise. Ouais, l'ambiance est électrique, mais c'est assez normal parce que en réalité, ce 49-3, c'est un coup de force. C'est un coup de force et en même temps un aveu de faiblesse. Coup de force parce que Emmanuel Macron, par le biais d'Elisabeth Borne, utilise en gros l'article massu de la Constitution de la Ve République pour faire passer en force un texte. Et puis en même temps, aveu de faiblesse parce que c'est la démonstration que Emmanuel Macron n'a aucune majorité pour faire passer cette réforme des retraites. Et d'ores et déjà, un petit peu partout en France, et là en même temps que je vous parle, je vois les images de BFM, il y a des rassemblements spontanés qui ont lieu un petit peu partout et qui sont des rassemblements spontanés qui expriment une forme de colère. Et la colère qui s'exprime un peu partout, et je pense qu'il passe sans doute à travers un certain nombre des auditeurs de Backseat ce soir, eh bien, c'est normal qu'elle transpire à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour une raison simple, c'est qu'on est toutes et tous des citoyens avant d'être des députés. Donc, on partage la colère qui peut s'exprimer dans ces rassemblements un peu spontanés, quoi. Vous allez déposer, co-signer, voter certainement des motions de censure la semaine prochaine. On se doute qu'elles ont peu de chances d'aboutir. On en a fait l'analyse sur ce plateau ce soir. Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous, les Insoumis, vous demandez une dissolution de l'Assemblée nationale? D'une manière générale, les Insoumis n'ont absolument aucun problème avec le fait de revenir aux urnes. On est de toute façon entré dans une forme de crise politique. Maintenant, c'est une évidence. D'ailleurs, c'était un des bandeaux de BFM aussi tout à l'heure, donc on n'est pas la seule à tirer cette analyse-là. Mais on entre dans une crise politique d'une certaine manière aboutie parce que il y a d'un côté un pouvoir politique qui s'arc-boute pour faire passer une réforme des retraites dont une bonne partie du peuple français, voire une très large majorité, considère qu'elle est totalement illégitime et surtout pas nécessaire, et qu'un gouvernement s'acharne à essayer de faire passer cette réforme des retraites. Je veux dire, quand il y a 93% des actifs qui sont opposés à cette réforme des retraites, ça veut dire l'intégralité du peuple qui travaille, quoi. Donc nous, notre objectif, mais notre objectif depuis le début aux Insoumis, même si ça a pu être critiqué, c'était d'empêcher Emmanuel Macron d'avoir une légitimité parlementaire sur ce texte. C'est-à-dire, nous, on pense depuis le début que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est d'opposer une légitimité parlementaire à la légitimité populaire qui s'exprime dans la grève, dans la rue, dans les sondages aussi d'une certaine manière qui disent une certaine opposition à cette réforme des retraites. Et donc nous, notre objectif depuis le début, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la première partie de l'examen du texte, on s'est battu pied à pied pour empêcher que ne serait-ce que la partie recette, par exemple, du projet de loi de finances soit adoptée, projet de loi de finances de la sécurité sociale soit adopté. Eh bien nous, notre objectif depuis le début, c'est ça, pas de légitimité parlementaire pour ce texte. Sur ce point-là, nos objectifs politiques à l'intérieur de ce qu'on pouvait faire à l'Assemblée nationale sont remplis. Ce texte, à cette heure, n'a aucune légitimité parlementaire. Claire. Donc, pour nous, la ligne, c'est mobiliser jusqu'au retrait, quoi. Alors, encore par souci de transparence, je vais tutoyer Antoine parce qu'on se connaît. Oui, tu devais être à... J'ai sensiblement évité le tutoiement avec les gens que je connais. Non, mais on se connaît aussi, on peut se tutoyer, c'est pas grave. Voyons-nous. Ok, ça me va, je préfère. Ouais, je voulais ton avis parce que tu devais être à Concorde tout à l'heure. C'est aussi un moment où je pense qu'on sent ce qui est en train de se passer et l'ampleur que ça peut prendre dans les jours à venir. Donc, comment tu as ressenti les choses tout à l'heure à Concorde et sur ce que ça annonce pour les jours à venir? Parce que, comme tu l'as dit, on entre clairement dans une crise. Par définition, on ne sait pas trop... il y a une forme d'incertitude sur ce qui va se passer après. Ça dépend aussi beaucoup de ce qui va se passer dans la rue. Et voilà, je voulais ton ressenti là-dessus ce soir. Alors, assez mitigé, parce que à la fois, il y avait beaucoup de gens qui venaient, puis qui repartaient, parce que il y avait aussi, pour être très franc, il y avait des pneus qui brûlaient, et c'était franchement ultra désagréable d'un point de vue purement physique, quoi. C'est la première fois que je reçois du gaz qui fait tousser, mais qui vient pas de la rangée de CRS. Donc il y a aussi des gens qui sont venus et qui sont repartis probablement pour cette raison-là. Mais d'une manière générale, je trouve qu'on est en train de retrouver
dans les rues, et pas que dans les rues de Paris, dans les rues partout en France, c'est un peu un retour de la gilet jaunisation des mouvements sociaux. Là, il y a en ce moment des manifestations spontanées partout en France, il y en a dans Paris, et on est typiquement dans un moment un peu charnière, c'est-à-dire un moment où spontanément les gens prennent la rue parce qu'ils considèrent que ça fait partie des modes d'action pour se faire entendre face à un gouvernement qui utilise l'acte d'autorité absolue permis par la Constitution de la Ve République. Et c'est, pardon, je finis juste sur cette idée-là, mais les moments comme ça, c'est des moments qui sont toujours, on ne sait pas où ils vont. On ne peut pas savoir où ils vont. Moi, je pense qu'il y a une chose à dire aujourd'hui, c'est que la situation politique telle qu'elle s'exprime dans ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une très forte force, entre guillemets, du peuple français dans la bataille. Emmanuel Macron, en réalité, est extrêmement faible. Et l'utilisation de ce 49.3, c'est un aveu de faiblesse. Alors peut-être que de leur point de vue à eux, ils se disent « on fait ça, ça va régler le problème », mais sauf que ça provoque l'exact inverse. Donc, d'une certaine manière, à la fin des fins, ils auront perdu sur tous les plans parce qu'ils seront obligés de retirer cette réforme des retraites. Mais en plus de ça, ils auront donné l'acte d'autorité. Et donc, pour répondre à la question que posait Jean tout à l'heure, la dissolution, c'est une manière de sortir aussi pacifiquement de cette situation-là, avec un retour aux urnes. Parce qu'il y aura d'un côté ceux qui disent, tranchons, retraite à 64 ans, ou bien tranchons, retraite à 60 ans, puis après il y a ceux on n'a pas compris, qui sont en face de moi dans l'Assemblée nationale, alors, on ne sait plus, ils sont contre la retraite à 64 ans, mais pendant la campagne ils proposaient jusqu'à 67. Alors. Dernière question, Antoine Léaumont, est-ce que lundi ou mardi vous allez voter les motions de censure déposées par le Rassemblement national ? Alors, nous, on travaille à une motion de censure transpartisane, parce que la manière de faire en sorte que cette motion de censure soit adoptée, c'est que tout le monde s'y retrouve. Le Rassemblement national, dans ce moment réforme des retraites, il a été globalement inexistant, absent. Ils avaient déposé 200 amendements à tout casser. Marine Le Pen, un des rares moments où elle a pris la parole, c'était pour s'opposer à nos amendements sur le rétablissement de l'ISF. Donc c'est mais pour du coup, dire. Ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous allez voter la motion de censure, l'hypothétique motion de censure, non pas transpartisane, mais déposée par le RN ? Parce que voteront toutes les motions de censure. On n'en a pas discuté, mais pour nous, ce qui compte, c'est justement qu'il y ait un travail transpartisan qui soit fait avant pour que tout le monde s'y retrouve. Et donc, il y a des gens qui, précisément, ne veulent pas signer ou voter des motions du Rassemblement national et qui ne sont pas forcément chez nous. Qui sont notamment chez Lyot. Donc la question est de savoir comment on fait pour battre Emmanuel Macron. Alors apparemment vous avez fait les comptes et ça n'a pas l'air possible. Moi j'ai toujours bon espoir que ça soit possible, y compris parce que certaines personnes, voyant ce qui se passe en ce moment, peuvent se dire ok, là maintenant il faut une sortie démocratique pour permettre un retour au calme d'une certaine manière. Donc il y a des gens qui peuvent évoluer d'ici lundi en se disant oula, quand même là ça commence à être beaucoup. Et nous, notre objectif en tout cas, c'est de faire une motion de censure qui puisse agréger très largement les députés à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Antoine Léaumont d'être venu sur le plateau de Backseat. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat et on suivra évidemment la suite de ces péripéties à l'Assemblée nationale en direct sur ma chaîne à partir de lundi prochain. Follow la chaîne et tout ça. Merci beaucoup. Faites des dons. Merci beaucoup Antoine. Le mot de la conclusion du coup pour Thibaut, puisque on n'a pas eu ta réponse sur la question de la crise climatique dans la Constitution, et ce sera le mot de la fin. Alors, je ne suis pas spécialiste, j'ai des collègues bien plus spécialistes sur ça, mais l'environnement, toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu comme les retraites, ça concerne tout le monde. Et donc, il faudrait envisager des mécanismes de participation directe. Donc, réviser la Constitution potentiellement. Ou au moins abaisser le seuil des 10% du corps électoral qui ferait un RIP, enfin, qui pourrait faire participer à un référendum d'initiative partagée. Il y a quand même des dispositifs qui sont très discutables, mais de démocratie dite administrative, qui permettent au niveau local de solliciter des administrés et donc qui n'exigent pas une révision de la Constitution. Il y a aussi dans la Constitution, on avait fait un bouquin collectif avec des collègues, Maxence Christel, Léo Combrade et compagnie, mais on était sur le livre s'appelle « Réclamer en démocratie ». Et ça venait d'une idée de Dominique Rousseau qui avait vu dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les citoyens peuvent réclamer. Et en fait, ce serait bien aussi de réfléchir à une institutionnalisation de moyens de réclamation, donc par le bas, et contrer la verticalité et
le fait que tout se décide d'en haut, sans nécessairement réviser la Constitution. C'est-à-dire multiplier les voies de contentieux climatique, par exemple. C'est quelque chose qui est très sérieux. Le principe de pétition, ou l'amendement citoyen, on peut imaginer plein de trucs, mais ok. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense, et je suis pessimiste, c'est que là, on voit qu'il y a peut-être une crise parce que les institutions ne canalisent pas la colère, ou ne vont pas réussir à canaliser la colère. En tout cas, ça a l'air mal parti. Mais dans des situations de crise, et il n'y a que Macron qui a considéré qu'on ne pouvait pas s'attendre au réchauffement climatique de cet été, mais on est dans une situation de crise depuis un certain nombre, et les situations de crise, eh bien, il y a une demande quand même d'autoritarisme. Et ma question, c'est est-ce que la Constitution de la Ve République ne pourrait pas être vue par certains, pas par moi, hein, je suis assez critique, mais par certains comme les outils autoritaires de discipline qu'offre la Constitution? Est-ce que c'est pas le bon plan pour Eh ben, c'est en partie ce que disait Macron. Pour répondre à la crise environnementale. Et ça, c'est un problème parce que, je finis sur Montesquieu, c'est une expérience éternelle des choses que toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser. Et la Ve République est le parfait exemple de cela. Merci beaucoup Thibaut Mullier. Il y a tes étudiants dans le chat qui veulent savoir s'il y a bien cours demain matin. Oui, alors j'ai vu. Eh bien, rendez-vous à 8h30. 8h30 les gars. Si le blocage de l'université est voté, c'est la démocratie universitaire et donc il n'y aura pas cours. Mais si le blocage n'est pas voté, eh ben 8h30, on finit le président de la République. C'est le président de la République en ce moment. C'était première année. C'est les premières années. Première année, courage. C'était ça qui était tombé à mon époque. Hein. C'était le président de la République, le sujet qui était tombé. Bon courage à vous. Merci Thibaut Mullier, merci Chloé Ridel, merci sous les applaudissements. Merci.